Bonsoir Antox Colaboy, l'invité de notre talk show ce soir, comment vas-tu Eh ben bonsoir à tous, ça va bien et toi? Ah là là, quelle spontanéité. Je suis content de vous Ouais. voir, on n'a pas eu de problème technique en début de live que vous ne verrez pas sur Pas du YouTube. tout. Et là ça passe, et donc ce soir on reçoit Antox, et salut mon pote, j'espère que ça va bien pour toi, que t'es heureux d'être ici, parce que moi je suis content que tu sois là. Ça va très très bien, j'ai très chaud et je me sentais un peu seul là ces 15 dernières secondes, mais tout va bien. Alors si toi tu regardes cette vidéo sur YouTube et que tu préfères regarder les rediffs, viens les lundis soirs à 21h sur twitch.tv/JeuxSatPanda, il y a bonne ambiance. Je t'ai invité pour parler de plein de choses. Yep. Et en premier lieu, donc vous savez ce que je fais dans le chat, hein, quand j'annonce un sujet pour moi, pour mon marquage après montage, des trailers du moment. Parce que j'ai Yep. demandé à Antox, je sais que tu aimes bien le cinéma de manière générale. Ah, je kiffe ça de ouf. T'y vas souvent? J'y vais extrêmement souvent étant donné que j'ai un cinéma qui est juste à même pas 30 secondes à pied de chez moi. Donc du coup j'y vais assez souvent et je t'avouerai que je ne loupe jamais les grosses sorties ou même des films un peu obscurs parce que je me dis que ça peut valoir le coup de temps en temps. Et donc là il y a eu le Comic Con à San Diego, et bien sûr le Comic Con c'est le festival des trailers en fait. On sort tous les trailers possibles et imaginables des trucs qui vont être tendance. Et du coup on va parler un petit peu de ces trailers là. Enfin moi j'en ai retenu 3, si après toi tu veux qu'on en parle d'autres, bah y a pas de souci. J'en ai 3 en tête mais je pense que c'est les mêmes. Ok, donc en premier lieu on va parler de Aquaman. Yep. Donc tu as vu ce trailer là et je vais te demander en premier, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors le trailer, je l'ai trouvé extrêmement bien foutu. De toute façon, les trailers à l'heure actuelle, ils sont, surtout quand il s'agit de super-héros, ils sont tous extrêmement bien foutus avec une musique épique, des plans de malade où on voit les 3 quarts du film, étant donné que c'est souvent les scènes d'action les plus improbables. Ouais. Après, étant donné que c'est un origin story apparemment, de ce que j'ai pu voir, on revient dans l'enfance d'Aquaman pour voir un peu comment ça s'est passé sa vie, tout ça machin. Ouais. Bah, on voit ses parents et tout ça quoi, ouais. C'est ça, exactement. Je me dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, ça peut être un bon film. Il a l'air d'être un petit peu à la sauce Marvel, même si je sais bien que c'est un DC, mais il a l'air d'être filmé un peu en la mode sauce Marvel, tu vois. Est-ce que tu penses pas qu'ils ont un peu baissé les bras sur le bordel qu'ils ont foutu au début? Parce que la formule Marvel, c'est on sort des stand-alone des premiers Avengers, Iron Man, Captain America, Hulk. Enfin, Hulk c'était un petit peu plus le bordel, c'est un peu plus discutable et tout ça. Et puis après, on fait un film réunion où là, qui casse tout et qui est un rêve de fanboy, on va dire. Et par contre, ici, ils ont un petit peu fait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par Superman, Man of Steel. Allez, le film est un peu compliqué à voir, mais ça va. Et après, d'un coup, t'as Suicide Squad, franchement pas une réussite. Puis d'un coup, tu as Justice League. Non, t'as Batman contre Superman, Justice League. Et Batman contre Superman, tu n'as pas d'introduction réelle à Batman, c'est-à-dire qu'il est là. Vous l'acceptez, c'est parti. Justice League, allez, c'est le bordel. On change de réalisateur, quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je pense que deux choses déjà, pour le cas de Superman, après je pense, hein, mais c'est aussi un des super-héros les plus populaires, seulement l'un même des plus connus, j'ai envie de dire. Il y a déjà eu énormément d'origin story sur lui, ne serait-ce que même en série avec Smallville et compagnie, même si effectivement ça suit pas vraiment le lore de machin, enfin bref. Et je pense aussi qu'ils ont été un peu pris de court par rapport à l'univers étendu de Marvel qui s'est carrément bien étendu de ouf avec Avengers et compagnie. Donc à mon avis, ils ont essayé de se caler dans une période où ça tapait de ouf, mais c'était un petit peu maladroit de leur part, j'ai envie de dire. Moi, à mon avis, ils ont voulu faire leur truc à eux. Parce que le problème, c'est que s'ils avaient voulu faire un truc un peu équivalent à Marvel, les gens, vous faites pareil, c'est nul. Mais moi, j'aurais préféré qu'ils fassent ça, qu'ils commencent à faire un film Aquaman, un Wonder Woman, un Flash, un Batman, un Superman, et qu'après ils fassent ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Forcément, t'aurais souffert de la comparaison, mais en même temps, c'est nécessaire. Et j'ai l'impression que maintenant, ils reviennent un peu en arrière, parce qu'on va avoir le film Aquaman. Je pense qu'ils vont faire pareil pour Cyborg, sûrement Flash aussi. Aquaman, tu vois, le trailer, j'étais là, je fais, ouais. Mais le problème, c'est exactement ce que je dis au début, ils auraient pas dû faire Justice League en premier, ils auraient fait Aquaman. Et peut-être qu'on va avoir une belle origin story qui nous donne un caractère beaucoup plus large et tout ça, parce que pour moi, dans Justice League, Aquaman, c'était Monsieur Punchline. C'est-à-dire qu'il vient, il fait « LOL, j'aime le whisky ». Et ça s'arrête là, tu vois. Comme ça, et puis de toute façon, j'ai eu l'impression que dans Justice League, Aquaman, c'était un petit peu... voilà, c'est Khal Drogo, vous avez vu? C'est Khal Drogo. Vous avez vu comme il est Jason encore Momoa. badass? Moi Voilà, j'ai vu Jason Momoa qui fait en fait j'ai l'impression qu'ils ont suivi Jason Momoa avec une GoPro dans les coulisses, il fait je nage à poil, je bois de l'alcool, lol, je suis Jason Momoa. Vous me mettez sur un rocher avec 2-3 vagues, voilà, c'est moi, c'est bon. C'est ça. Et du coup j'espère, enfin le problème c'est que maintenant j'ai une appréhension par rapport à Aquaman, parce que comme tu l'as dit par contre, au niveau de la production des FX et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a... Le film est épique, je trouve, sur les fonds marins et tout ça, et même juste en regardant le trailer, j'avais un petit peu de malaise quand tu vois les fonds marins complètement déchaînés et tout ça, je fais... Niveau production, par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris à la légère.
Alors non, vraiment, au niveau d'Aquaman, c'est un level up en termes d'effets spéciaux. C'est vrai que sur le coup, j'ai fait vachement gaffe aux expressions faciales, la manière dont les cheveux pouvaient se mouvoir dans l'eau, et, même la manière dont la voix est diffuse dans l'eau. J'ai trouvé ça assez bien foutu. Après, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'effets spéciaux et que ça se passe un peu trop dans les fonds marins? En même temps, tu me diras, c'est Aquaman, certes. Mais j'ai peur que pour certains qui aiment bien les super-héros et qui sont en mode ouais, les effets spéciaux ça va bien 5 minutes, quand c'est bien fait je dis pas, mais là c'est vrai qu'avec un univers pareil ils sont un peu obligés du coup, donc j'espère que ça sera pas... Quand c'est seamless, ouais, ça passe, tu vois, Voilà, j'espère que ça sera pas trop, parce que tu vois, pour reprendre l'exemple de Marvel, dans Avengers, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais il y a vraiment il y a toute une scène qui est faite dans New York, et l'intégralité de la ville est faite en image de synthèse et on n'y voit absolument que du feu. Donc là, j'espère qu'on n'aura pas l'impression que c'est vraiment des FX, parce que ça risque peut-être de dénaturer un peu le truc, mais j'espère pas en tout cas. 2 exemples pour essayer d'illustrer ce que tu veux dire. C'est par exemple, que vous l'aimiez ou vous l'aimez pas, mais Avatar, en termes d'effets spéciaux, je le trouve fantastique parce que justement, Oui. on oublie que c'est des effets spéciaux parce que c'est bien intégré, on va dire. Ça passe de manière assez smooth. Par contre, à contrario, pour moi, c'est les préquels Star Wars qui dégueulent de fond vert. Et au bout d'un moment, tu sens que ça, t'as l'impression qu'ils se déplacent dans une cinématique de PS2, quoi, et Ah, alors perso, moi, ça m'a un peu sorti du film, quoi. C'est peut-être parce que je suis un vieux fanboy de merde de Star Wars, mais perso, même en les ayant revus il y a pas si longtemps que ça, je les ai pas trouvés si dégueux que ça. Bon, après, c'est sûr que la technologie, elle a grave évolué, et qu'il y a peut-être quelques effets qui sont plus aussi propres et nets que maintenant, mais je les ai pas trouvés si dégueux que ça. Mais bon, moi, le trailer, j'ai fait, ok, c'est pour me dire que Aquaman, le film, existe. Et il sort le 19 décembre. J'ai pas fait attention par contre à la date. Il sort le 19 décembre et il est fait par James Wan. Est-ce que tu vois qui est ce monsieur? Alors, pas du tout. Alors à la base, c'est une des personnes à l'origine de Saw. Les films Saw, en fait, Ah ouais, d'accord. Qui a dirigé les films Saw. Il a aussi fait Insidious, Conjuring, Ok. les dossiers Warren, Fast and Furious 7 et Conjuring 2. Donc il est plus habitué, hormis Fast and Furious, qui est un peu un film d'horreur en soi, il est plus habitué aux films d'horreur suspense. Ouais. Et là, on lui donne les rênes de Aquaman. Pourquoi pas je veux dire, ça a déjà réussi d'avoir des réalisateurs à contre-emploi. Un peu comme, je me souviens plus de son nom, le monsieur qui avait fait Thor Ragnarok. Oui, exact. Alors, je sais plus non plus. Je pense Je me que. rappelle plus de son nom, mais... Je pense que Lenny, il pourra nous aider là-dessus si jamais il est toujours là, parce que lui, il sait. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement. Taika pour Waititi, Ragnarok- merci. Voilà. C'est ça. Ça avait été bien foutu, effectivement. Il y en a un parmi tous ceux que j'ai vus qui m'ont chauffé, mais je te laisserai toi l'annoncer en temps et en heure. Vas-y, Ouais, parce que là- c'est le prochain, je pense. Moi, c'est Glace. Ah non, j'en ai pas entendu parler, je suis désolé, donc vas-y, fais la promo de Glace. Mais t'en as pas entendu parler, mais mec, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas le machin, spin-off d'Indestructible ou un truc comme ça? Mais pas du tout. Pas Je me du suis tout. trompé. Merci C'est, à Koopa pour le sub, c'est gentil. C'est la fameuse saga de Shyamalan où justement t'avais Incassable avec Bruce Willis, le Oui, Renoir. Incassable, et, pardon, j'ai dit quoi? J'ai dit Indestructible. Et en gros, c'est la suite de Split, si tu veux. C'est Split et Incassable en même temps. D'accord. Ils intègrent parce que c'est aussi un monde de super-héros, mais qui a on va dire, une ligne directrice un peu plus sombre, un peu plus adulte, entre guillemets, si je peux me permettre. Et c'est vrai que, putain, moi, cette bande-annonce, ah ouais, mais elle m'a hypé, mais puissance 1 milliard. Parce que Ah, j'ai vu Glace. le nom circuler, mais je savais pas ce que c'était. C'est la Incassable, suite je l'ai vu. d'Incassable, c'est la suite d'Incassable et de Split. Et d'ailleurs, Split, tu l'as vu ou pas? Non. Bah, il faudra que je vois Split. Ah ouais, mais mec, mais tellement, mais vraiment, il faut que tu regardes ça. C'est vraiment bien stylé. Surtout que l'acteur, à la base, que j'avais vu pour la première fois de ma vie dans Wanted avec Angelina Jolie, c'est le coup de quand tu tires, tu peux donner une direction incurvée à tes Oui. balles ou quoi. Ouais, tu peux faire un curve. Ouais, Ouais, voilà. Et ben en fait, cet acteur-là, dans Split, il s'est littéralement révélé. Alors, je sais pas si c'est le cas pour les gens du chat, hein, mais moi, vraiment, quand je l'ai vu dans Split, ce mec-là s'est révélé et il est capable de jouer absolument tout et n'importe quoi, mais extrêmement bien. Ok, bah je pensais pas à Glace, mais du coup on va le noter, et il faudra que je vois Split, du coup. Alors moi, le film, c'est beaucoup plus basique, parce que toi, ça a l'air d'être vachement quand même au niveau. Moi, c'est Ça tout simplement me Shazam. Oui, voilà, je m'attendais à ce que tu me parles de Shazam, effectivement. Alors, Shazam, je sais pas, vraiment, je sais pas. Je l'ai vu en mode. Alors, parce que déjà, à la base, je ne connais pas bien ce super-héros. Si je peux me permettre, je suis allé faire une petite recherche. Ok. Alors, le Shazam, à la base, s'appelait Capitaine Marvel. Et il appartenait à Fawcett Publications. Il a été créé en 1940.
Exact. Il est devenu DC en 1972 et ils ont dû changer le nom parce que Marvel ça passait pas quoi, vu que c'est devenu DC. Mais en 1953, donc il appartenait encore à Fawcett, il a été arrêté parce que c'était considéré comme un plagiat de Superman. Donc après, il a été repris en 72. Et si je dis pas une connerie, Shazam en fait c'est l'acronyme de ses pouvoirs. C'est genre la force d'Hercule, tu vois, le H de Shazam et tout ça. Il y a plein de divinités. Là, je crois que c'est l'endurance de Zeus. Enfin, il y a tout un truc, Shazam. Et à la base, voilà, c'est un enfant. C'est Bartlett. C'est Billy Bartlett. Je me rappelle plus le nom du gamin. Bah, qui voit un sorcier qui va lui faire devenir Shazam, en fait, à chaque fois qu'il dit Shazam. Donc, ouais. Et après, je crois qu'il y a des évolutions aussi du personnage où des fois, c'est un groupe d'enfants. Billy Batson, merci. Alors vraiment, hein, comme je t'ai dit, moi je connais pas trop l'univers de Shazam, mais de ce que j'ai vu de cette bande-annonce, ça m'a l'air d'être un Marvel version DC, tu vois. Voilà, mais moi c'est ça qui me plaît en même temps. Tu sais quoi, j'ai vraiment l'impression que DC s'est dit, bon, il faut qu'on arrête de se prendre la tête à faire que tout le monde devienne Batman, parce que ça c'est un truc que j'avais parlé sur mes précédents talk shows. Le problème de DC, c'est que alors que les films de super-héros étaient un petit peu en dents de scie, tu vois, avant que tout Marvel débarque et tout ça, juste avant, il y avait eu les Batman de Nolan, qui ont un peu redonné des lettres de noblesse aux films de super-héros, on va dire. Yep. Les avis peuvent différer. Et le problème, c'est que Marvel est arrivé en se disant, ben non, on va faire un truc pop, fun, cool, et ça marchait très bien. Et le problème, c'est que DC s'est dit, qu'est-ce qui marche chez nous? Batman, ok, faisons en sorte que tout le monde soit Batman. Et le problème, c'est qu'ils ont essayé de coller la personnalité, enfin, l'esthétique, l'atmosphère de Batman à tous leurs super-héros, et ça passait pas. Tu vois, ça passait pas. Et là, j'ai vraiment l'impression que Shazam, ou Aquaman, par exemple, qui va arriver, c'est qu'ils sont en mode, bon, on va faire un truc un peu plus fun, hein, histoire de s'aérer la tête. On va faire Shazam, c'est cool parce que c'est un enfant, du coup les gamins pourront s'identifier, et je trouve que c'est un modèle plutôt cool pour les gosses. Mais après, ils sont là, ils demandent, vous avez vu Deadpool, ça marche bien, mais bon, on peut pas trop faire Deadpool non plus. Et j'ai l'impression qu'ils sont à mi-chemin, tu vois, genre le fun super-héros, mais c'est DC quand même, tu vois. Et oui, non, mais complètement. Mais après, c'est sûr que là, le choix qu'ils ont pris de faire Shazam, plus qu'un autre, parce que dans DC, il y en a qui sont hautement plus intéressants que Shazam, en tout cas, à ma connaissance. Sûrement, mais je pense que c'est un standalone, tu vois. C'est pas une mauvaise idée, ouais. C'est pas une mauvaise idée d'avoir fait Shazam cette période où justement, en plus, Marvel se pose un peu, entre guillemets, un stand-by par rapport à Avengers. Alors, je ne dirai rien par rapport à ceux qui n'ont rien vu. Parce qu'ils ont besoin de vacances, voilà. Non, mais c'est juste pour tempérer un petit peu, parce que vraiment, là, ce coup-ci, Marvel a mis un petit peu de drama. Et donc, du coup, hop, il se dit, vas-y, on va mettre un petit peu de fun là-dedans. C'est peut-être pas con, franchement. Alors voilà, comme dit Chat Noir, en fait, voilà, il m'a retrouvé l'acronyme. Je sais pas pourquoi je l'ai pas noté alors que je l'ai vu. Alors Shazam, oui, Billy acquiert la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Voilà, ça fait l'acronyme Shazam. Moi j'ai espoir, mais pour moi ça sert vraiment genre le film, je le verrai une fois, soit au cinéma, soit en DVD. Et je pense que je serais juste content de ce que j'ai vu parce que ce sera un pur divertissement de base. Alors durant la Comic Con, alors je sais pas si c'était pendant la Comic Con, mais j'ai vu popper ça, je fais c'est Godzilla 2. Alors oui, avec Millie Bobby Brown. Alors je crois que j'ai vu une bande-annonce et apparemment il y en a une deuxième qui était sortie, j'ai pas eu le temps de la voir je crois. Alors moi je sais pas, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que le 1 moi il m'a plu. Je sais que beaucoup il y a moi beaucoup très moyen, enfin, j'étais vraiment en mode je sais pas, tu vois, il y avait un problème. Et voilà, je sais bien, je me doute bien, mais c'est vrai que dans l'univers de Godzilla, je sais pas si les gens connaissent un peu l'univers de Godzilla, mais Godzilla, c'est genre le protecteur de la Terre qui se bat contre des kaiju, entre guillemets, des gros monstres, soit qui sont génétiquement modifiés, soit qui ont toujours été là depuis je ne sais pas combien de milliers d'années. Et je me dis, là, tu vois, ça change du Godzilla qu'on avait avec Jean Reno. Non mais c'était une horreur ça, il était horrible ce Godzilla. Qui était pour l'époque, alors je sais pas s'il y en a parmi le chat qui l'ont vu, mais qui était pour l'époque, voilà, et ça a enjeté niveau FX et compagnie, parce que voilà, c'était Godzilla. Moi c'était la BO que j'adorais avec Puff Daddy et Jimmy Page. Ah, je m'en souviens plus de cette BO. Je l'ai en CD de titre. Oh putain non. C'est Come With Me de Puff Daddy. Sur le rythme de Cashmere de Led Zeppelin, il me semble. Mais je sais pas, ce film, je me suis dit, ouais, c'est dommage de montrer Godzilla comme vraiment uniquement le méchant du film, et on parle que de lui et basta, alors qu'il est pas là par hasard, tu vois. Donc j'ai apprécié, parce qu'il y a des scènes. Alors moi, il faut savoir que il y a un seul point sur lequel on peut m'avoir quand je vais au cinéma,
C'est d'ailleurs pour ça que les gens n'ont pas vraiment Merci compris. Chaotic Clown pour le sub. Merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. Non mais t'inquiète. Mais c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui comprennent pourquoi j'aime beaucoup Cloverfield. Je sais pas si tu l'as vu toi. Je l'ai vu. J'ai apprécié moi Cloverfield. Moi j'ai énormément apprécié Cloverfield, tellement même d'ailleurs que je suis allé le voir 3 fois au cinéma, mais c'est pas pour ce qu'il raconte, c'est pour le sound design. D'accord. Moi quand tu me titilles sur le sound design, je deviens complètement fou. Et je sais pas, ça me fait ressentir des trucs avec les sièges qui tremblent, les bruits ultra profonds, la réverb et tout. Moi, ça me fait ressentir des trucs quand je vais au cinéma. Et surtout quand je vais au cinéma, c'est pour voir des films à grand spectacle, tu vois. Beaucoup avec mes Cloverfield, j'avais pas de souci avec ça, mais tu vois, le Godzilla 2. Alors, le Godzilla 1, pour ceux qui l'avaient pas fait, moi, le seul truc qui me dérangeait avec le 1, c'est qu'il avait un rythme très très lent. Oui. Et qui se concentrait uniquement sur les humains. Et quand. Alors, je sais que c'est bête de ma part, ça c'est une erreur de conditionnement de ma part, mais on me dit, ouais, Godzilla. Et moi, je me dis, bah. Ouais, ça va être Godzilla, il fait tomber des immeubles, lol, MDR, il va se taper sur la gueule et tout. Beaucoup du film n'est pas ça, c'est beaucoup d'humains qui se prennent le chou et tout ça, et puis vers la fin, bon, on a un petit peu de baston contre l'espèce de papillon géant qui est là pour sucer la ville. Et du coup, j'étais là, ouais, bon, après le Godzilla était cool, hein, en termes, parce que je trouve qu'ils ont fait un bon mix entre de la modernité et le vieux Godzilla. Tu vois, le vieux Godzilla, je trouve qu'il y a un bon mélange. J'ai vu le trailer du 2, parce que je reste un rétro inconditionnel, et du coup je voulais voir la bande-annonce du 2. Putain, la bande-annonce du 2, on dirait vraiment un truc un peu psychédélique. Où oui, ils sont en mode, ça, Pacific Rim 2, il s'est ramassé le cul, donc on va faire des trucs, là, regardez Millie Bobby Brown, lol, maintenant il y a Godzilla, regardez, il y a Mothra, oh, il y a King Ghidorah et tout ça, tu sais. Là tu fais, ah, vous allez vous mettre sur la gueule en fait, ça va être Pacific Rim, mais avec des kaiju trop stylés, qui ont beaucoup d'histoire. Et il y aura pas des robots what the fuck qui se mettront sur la gueule, ouais. Mais franchement, Godzilla 2, je pense que ça peut être juste un petit peu l'ovni. Alors, il est prévu en 2019, mais il n'y a même pas de mois de prévu, parce que Shazam, c'est avril 2019. Ouais. Godzilla, ils ont dit 2019. Et autant le 1, je le trouvais vachement... allez, regarde, l'homme qui joue, et tout ça, la fin du monde, blablabla. Le nucléaire, c'est caca et tout ça. Alors, autant le 2, j'ai l'impression qu'ils ont fait, regardez, voici le roster de Smash Bros Melee Godzilla, ça va être fun, lol, avant ça va être plein la gueule, il y a Millie Bobby Brown, elle est connue, venez. Alors, j'ai vraiment cette impression que... Comme dit certains dans le chat, je préférerais largement voir un Godzilla versus King Kong parce que ça aurait 1000 fois plus de cohérence et je crois même que dans un très vieux film en noir et blanc, ça a déjà été le cas. Donc oui, c'est pour ça que je trouverais ça beaucoup plus cohérent. Mais pour ce qui est du 2, j'ai vu qu'une toute petite bande-annonce, j'ai pas regardé la deuxième, je devrais la voir d'ailleurs même. Et bah écoute, moi je suis curieux, je vais au cinéma pour voir des films à grand spectacle. Après si je veux me mettre à fond dans un scénar ou quoi, bah, je vais voir d'autres styles de films. À voir. Vraiment là-dessus, j'ai pas spécialement d'avis pour le Godzilla 2. Je suis un peu comme toi, je suis dubitatif. Mais ils ont encore le temps de massacrer le truc et de refaire un truc post-prod et de rechier un trailer et de faire tout rater. Totalement. Ça peut très vite arriver dans le cinéma, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu n'es pas sûr d'aller voir un film, mets-toi les 3, 4, 12 bandes annonces, même s'il y en a, d'affilée, pour voir quelles sont les scènes qui ressortent sans arrêt. Et dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, si cette scène-là, elle ressort tout le temps, c'est que c'est le seul point central important du film, et qu'en gros, t'as déjà vu les enjeux du film, ça sert à rien d'aller le voir. Voilà, et comme on dit dans le chat, Kong devrait être intégré apparemment. Et il y a eu un Godzilla contre King Kong, surtout que maintenant, avec le dernier Kong, les deux monstres sont dans le même univers. Bon. Donc c'était prévu qu'il fasse King Kong, Godzilla, Pacific Rim, et que ça soit le gros bordel. Alors là, mec... Le Marvel Universe, tu sais même pas pourquoi, ce serait incroyable. Et là, t'as Sangoku qui débarque de nulle part. Oui, ce serait un crossover de ouf. Vraiment un crossover de ouf. Du coup, est-ce qu'il y a un autre film qui t'a hypé un petit peu pour clore ce sujet cinéma, on va dire? Je vais intégrer 2 trucs, une série et un film. Si je peux me permettre. Pour les films, forcément, je pense que comme beaucoup de gens qui ont vu Star Wars épisode 8, vous avez été peut-être un petit peu déçus. Ce que je comprendrais tout à fait avec le set qu'on nous avait pondu également. Donc je suis d'une perplexité mon pote, mais de ouf malade pour le 9. Le 9, je sais pas quoi en penser, même s'il n'y a pas de bande-annonce, et je sais même pas si j'aurai le courage de les regarder. Je suis vraiment, j'ai ultra peur. Autant que je l'attends, j'ai ultra peur. Et après, la série, c'est Game of Thrones. Étant donné que c'est la dernière saison qui doit sortir, qui doit clôturer la série Game of Thrones. Il n'y en a pas 2 encore? Il me semblait qu'il y en avait 2 qui doivent sortir. Il me semble pas, il me semble que la saison 8, c'est la dernière des dernières. Et que chaque épisode fera 1h30, parce que justement, là, ils vont rusher un peu plus. Et c'est justement ça qui me fait extrêmement peur. Hormis les films qu'on a cités, quel est le film que tu attends par-dessus tout? Ah si, il y a un truc que j'attends comme le Messi, mais qui sort l'année prochaine sur Amazon Prime,
C'est la Seigneur série des qui Anneaux durera une saison, non. Non De Bons Présages. De Bons Présages, à la base, c'est un livre qui a été écrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett. Donc Neil Gaiman, c'est un monsieur qui a écrit des épisodes pour Doctor Who, mais qui a aussi écrit... C'est lui qui a écrit le livre de la série American Gods, par exemple. Et Terry Pratchett, c'est le monsieur qui a créé le Disque Monde, l'univers du Disque Monde et tout ça, et qui sont deux auteurs de ouf, même si Terry Pratchett nous a quittés. Et donc ils ont fait un livre qui s'appelle De Bons Présages. Je vais pas vous spoiler, vous avez qu'à le lire, bande de feignasses. Et c'est prévu, Amazon a signé pour faire une saison qui est supervisée par Neil Gaiman avec, dans le rôle de Crowley, qui s'appelle Rampa dans la version française, c'est David Tennant, par exemple. Et je pense que cette série va trouver le cul. Du coup, je suis assez confiant. Voilà, c'est vraiment le seul truc que j'attends en termes dans l'audiovisuel. Ça, j'attends énormément. De bons présages sur Amazon Prime. Alors, mais avant, je voulais faire un petit truc parce que je me suis dit, comment a évolué la musique ces années? J'ai envie de parler de musique populaire, tu vois, de radio et tout ça. Je me suis dit, ça peut être intéressant quand même de faire un parallèle entre la musique, comment elle a évolué dans nos mœurs à nous. Alors, je vais parler de la France. Je suis allé chercher des classements SNEP, c'est le Syndicat National de l'Édition Phonographique, pour savoir combien il y a eu de numéro 1 au top vente en France sur 3 décennies. C'est-à-dire que j'ai pris 1998, j'ai pris tous les numéros 1 de cette année-là, 2008 et 2018. Pour voir un petit peu comment on a évolué. Alors, vite fait, je vais parler... En 1998, d'après toi, combien il y a eu d'artistes qui ont été numéro 1? Je sais pas, vas-y, je vais te dire une quinzaine. 5. 5. En fait, en 1998, il y avait Andrea Bocelli et Hélène Ségara, tu vois. Céline Dion, Ricky Martin, Mano, avec la tribu de Dana, et Daniel Lavoie, Patrick Fiori, Garou, la comédie musicale de Notre-Dame de Paris, Belle. Ces 5 chansons-là ont été premières, chacune à leur tour, pendant de très longues périodes. Tu vois, en général, 2-3 mois selon certains, et tu vois, tu trustes comme ça le classement, et tu restes pendant très longtemps, et c'est là qu'on évalue que tu es un hit. C'est plus longtemps tu restes... Tu vois, ça c'est pour donner un baromètre, d'accord? Ça c'est 1998, il y a 20 ans, d'accord? On a eu 5 numéros 1, on va dire, selon la SNEP, encore une fois. D'après toi, en 2008, 10 ans plus tard, là on va pas tous les faire, combien il y a eu de numéro 1? Bah, en partant du principe que ça a dû être beaucoup plus popularisé et que dans chaque discipline qui explose, il y a de plus en plus de monde qui s'intègre, à mon avis, je pense que tu peux doubler, voire tripler même. Tripler, il y en a eu 14. Tu vois, en 2008, on reste moins longtemps. Alors, on a du Fatal Bazooka avec Yel. On a Sherifa Luna, Leona Lewis, Matt Pokora, Laurent Wolf, TDJ, que je ne connaissais pas, qui est resté au top genre une semaine. Tu vois, et là, il était premier. Là, tu vois déjà que ça s'est déjà détérioré niveau qualité, on va dire. Après, c'est des histoires de bouche, j'ai pas envie d'aller là-dedans, c'est encore autre chose. Et là, je parle bien sûr de diffusion radio, populaire. Alors là, je t'ai dit, 98, il y avait 5 numéros 1. 2008, il y en avait 14. En 2018, on n'est pas encore au mois d'août, mais d'après toi, combien il y en a déjà en 2018? Ouais, je pense qu'il y en a une trentaine, mec. Il y en a 14. 14 aussi? Il y en a 14, mais on est qu'en juillet. Tu vois, donc, il reste encore 5 mois, c'est-à-dire qu'on va largement enfoncer le truc, c'est-à-dire que maintenant t'es numéro 1, mais pas longtemps, c'est-à-dire que t'arrives, tu pars. Donc la qualité, en même temps, je vais te dire, en 98, c'était Hélène Ségara non plus, c'est pas... voilà, c'est pas fantastique. Oui, mais en fait, c'est... alors, je sais que tu veux pas qu'on parle de ça, mais moi je trouve que c'est intéressant d'en parler, mais parce que... Sans juger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, faut se baser sur la recherche, la complexité de la compo et attends, excuse-moi, je te coupe. Merci beaucoup Silver Odin pour le don de 1500 bits. Tu es devenu le nouveau boss du stream. Bravo à toi. Merci à toi Silver. Mais alors du coup, moi je me dis, tu vois, c'est plus pour la complexité de la compo, la recherche et le sens que la musique a quand on l'écoute, tu vois. Pour moi, ça, ce sont des critères peut-être simples, mais qui sont importants, tu vois, dans la musique en général. Et quand je vois ce qui se fait, sans juger la voix, le texte, machin et compagnie, juste tu te poses, t'écoutes, tu te dis putain, maintenant il y a des trucs qui sont au top 50 numéro 1, t'as 2 couplets, un refrain qui vient 14 000 fois et 2 couplets qui reviennent jamais, ou même à la rigueur, j'ai vu, alors je sais plus si c'est Damso ou si c'est Caris, ou enfin je sais plus c'est lequel, il y en a un, c'est 2 fois le même couplet, 3 fois le même refrain, et c'est tout. Et pour toi, c'est un problème ça pour toi? Mais moi je trouve que c'est terrible parce que dans ce cas-là, le mec il prend une feuille blanche ou un post-it, il pond un couplet, un refrain, il se dit je vais les faire tourner en boucle sur une instru qui tourne en boucle. À partir du moment où les gens vont chanter et danser,
c'est fini. Et à Ah mais côté ça de c'est autre t'as chose, là tu parles d'autre chose. Là tu parles d'autre chose, parce Moi, que je sinon trouve j'allais ça te dire, mais terrible. regarde, les Deftones, je crois que c'était en 95 ou 97, ils sortent Adrénaline, il y a pas mal de chansons où c'est couplet, refrain, pont, couplet, refrain, tu vois, mais... Enfin, pour moi les Oui, mais Deftones c'est ça pas le reste un même. excellent. Ouais, mais c'est pas le même couplet qui revient sans arrêt. Ah non, il le change, oui, effectivement. Puis c'est pas souvent ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'effet Rivers Cuomo, le chanteur de Weezer, qui lui compose. J'adore Weezer. Franchement, c'est un groupe que j'ai toujours suivi, sauf les derniers albums qui m'ont un peu saoulé. Mais si Alors, je je peux vous connais conseiller pas. d'écouter 2 albums, ça serait Pinkerton et The Blue Album, qui sont les 2 premiers albums de Weezer, qui sont des petites pépites de recherche et tout ça. Mais Rivers Cuomo est un mec qui marche en mode le couplet, je m'en bats les couilles. Le solo, ben, ça sonnera comme le couplet, c'est-à-dire qu'à la guitare, il fait la même chose, tu vois. Il fait par contre, ce mec-là met un point d'honneur à faire des refrains que tu retiens, tu vois, qui te rentrent en tête, qui restent très bien. Hein. Mais plus Weezer a avancé, plus il s'est dit « Ah, mais c'est cool de passer à la radio ». Et vraiment, t'as l'impression qu'il en a rien à branler. Par contre, le refrain, il va faire en sorte que tu t'en souviennes et que tu le chantes, comme Island in the Sun, par exemple, tu sais... c'est une chanson de Weezer qui maintenant tu l'entends sur tous les pubs, les trucs de banque et tout ça. Ça c'est une volonté vraiment de se dire je veux que les gens chantent mon truc ou je veux que les gens écoutent ma chanson. Ça c'est 2 choses bien différentes. Après, bien sûr, alors. Et là on se rejoint, mais effectivement ce qui marche à la radio c'est ce que tu vas chanter. Tu vois, c'est le truc que tu vas retenir Ah oui. malheureusement. Mais totalement. Alors après, je vois qu'il y a des gens qui me citent dans le chat Daft Punk. Alors, faut pas mélanger quand c'est électro. Généralement, quand vous prenez des sons électro, dance, house, ce que vous voulez, c'est souvent sur la répétitivité des sonorités ou des paroles. Moi, je parle vraiment quand c'est soit de la pop, soit du rap, soit de la trap, soit des choses qui sont vraiment chantées, tu sais, des trucs qui sont vraiment lyriques. Ouais. Des fois, si ce qui arrive au permettre... top 50... Ouais, vas-y. Ah. Non, le non, truc non, c'est que Daft Punk c'est différent dans le sens où pour moi les Daft Punk sont pas des trucs que tu écoutes comme ça pépère, je pense que c'est plus une musique à vivre en concert en fait. Ouais, mais totalement. Ils font des choses très bien que tu peux écouter, qui sont très... Moi j'ai aimé quasiment tous leurs albums, et comme tu le dis c'est plus des évolutions de beats et tout ça, mais il faut que ça soit des trucs un peu lancinants qui tournent, mais je pense que vraiment Daft Punk on peut pas les juger comme hit radio dans le sens où pour moi c'est plus une musique à vivre en concert quoi, ça c'est encore un autre truc. De toute façon il y a un problème dans chaque thème musical différent. Mais oui, de toute façon c'est ça, quand on voit, si tu prends le hip-hop des années 80-90 et le hip-hop de maintenant, il y a des problèmes notables. Pareil pour la trap, enfin la trap c'est arrivé bien plus tard, mais pareil pour la pop, pareil pour le rock, pareil pour plein de sujets. Mais le problème c'est que maintenant ce qu'on met en avant, c'est j'en fais le moins, avec une petite sonorité qui sera un peu fluette, un peu de vocodeur, un peu de paroles de merde qui sont vachement niaises à la con parce qu'on a vu que ça touchait vachement les teenagers et compagnie, et boum. Alors, j'entends ce que tu dis, attention, je me mets en mode avocat du diable, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je trouve que c'est plus intéressant de faire ça. Je trouve que c'est plus intéressant de faire ça. Parce que là, je voyais typiquement Angoon, qui est une chanteuse francophone, je connais. qui disait, la pop c'est cool parce que vraiment tu peux tout faire. Et j'étais là en mode, c'est vrai, quand tu fais de la pop, comme tu le dis, les trames musicales sont souvent très simples pour permettre au chanteur de faire un peu ce qu'il veut. Et je me dis, c'est vrai, c'est très easy access, on va dire, la pop. Mais effectivement, c'est un des genres musicaux, un des plus libres, parce que tu peux vraiment raconter n'importe quoi dessus. Mais maintenant, toi tu me dis, voilà, aujourd'hui ce qui devient populaire, que ce soit du rap ou de la pop à la radio, c'est souvent le mec qui applique une formule en studio, c'est-à-dire couplet, refrain, on met le petit rythme de piano qui s'ancre bien dans ta tête, on met des paroles nulles, et c'est parti. Tu peux le voir comme ça, comme une formule, mais est-ce que d'après toi, il y a quand même des gens qui sortent des singles en boucle, par exemple, je vais dire un exemple, mais là je me plante complètement, Jul par exemple, il fait son truc, toi tu vas me dire, ouais mais Jul par exemple c'est des paroles de merde, sa musique c'est des trucs qui tournent en boucle et tout, mais est-ce que tu penses pas que lui-même il se dit, ah mais c'est bien ce que je fais, enfin, j'aime ce que je fais, tu vois qu'il essaie pas d'appliquer une formule, tu vois. Ah non mais total, mais alors par contre, je déteste Jul, autant dans les instrus que dans les paroles ou l'autotune ou ce que tu veux, mais par contre je reconnais, alors ça va m'écorcher, hein, mais je reconnais la prouesse du gars d'arriver à te pondre autant d'albums et quelques-uns d'entre eux gratos, fait de lui-même autant sur l'instru que sur l'écriture et que sur le chant, et à réussir à être disque d'or et de platine. Je trouve ça incroyable. De toute façon, j'en parlais parce que j'avais fait un petit speech sur la motivation il y a pas très longtemps pour parler de mon dernier tutoriel. Et je disais, mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ne changez pas ce que vous faites parce que les gens vous le demandent, parce que même si vous rencontrez des gens qui vous disent, une masse de gens qui vous disent, non, j'aime pas ce que tu fais, tout ça,
il y a toujours un autre groupe ailleurs qui va aimer ce que vous faites. Donc surtout, ne changez pas la personnalité, l'âme de votre truc, pour essayer de vous dire, bon, ben alors, cette masse de public-là, ça plaît pas, qu'est-ce que je peux faire? Non, parce que là, vous allez vous planter. Et peut-être qu'il y a plus de gens qui aiment peut-être parce que justement c'est plus easy access, plus mainstream la musique de Jul et que forcément on se dit mais comment il fait pour être machin. Peut-être que ça plaît au plus grand nombre. Et ce que j'aime pas aussi c'est les putains d'élitistes. Tu vois. Ah mais moi je suis en mode ah mais la prog c'est génial. Ah mais moi je suis un gros nazi, de la musique et je le reconnais. Je suis assez. En fait si tu veux, j'aime de tout, mais à partir du moment où je ressens déjà quelque chose qui est normal, hein. De toute façon la musique c'est de l'art et l'art c'est différent chez tout le monde, c'est hyper subjectif. On n'a pas la même sensibilité. Ouais. Ouais, exactement, mais moi je ressens plus de plaisir à écouter quelqu'un qui s'est vraiment cassé le cul à essayer de mélanger des genres, comme par exemple un des groupes que j'adore le plus qui s'appelle Grammatic. Enfin à la base Grammatic c'est un seul gars, mais qui lui se casse le cul à reprendre des vieux thèmes, de mettre du hip-hop sur ces vieux thèmes et d'en faire des trucs cool, ou de prendre par exemple du jazz, de la funk, de mettre un peu de glitch mob dessus, et bam, ça en fait des... Tu vois, vraiment le mec qui essaie de se casser le cul à se dire, tiens, c'est deux genres qui fonctionnent pas, je vais faire en sorte que ça fonctionne, et il y arrive. Et tu vois, moi je trouve ça beaucoup plus stylé de voir un artiste qui évolue dans cette démarche-là, qu'un gars qui se dit, vas-y, je vais encore une fois parler de la cité, encore parler de mon parcours difficile, ou de parler de Jennifer qui s'est fait engrosser par machin, et ça va gros, on s'en fout. Déjà dans les années 90, on nous cassait les couilles avec ça. Enfin, ça évolue avec ton temps. C'est pas parce que tu rajoutes une petite musique un peu fluette avec un beat trap dessus que ça va changer, tu vois. Disons que j'étais un peu comme toi. Alors, je crois qu'on n'a pas tout à fait le même âge. J'ai pas envie de faire le vieux con, j'ai du haut de ma sagesse toute pourrie. Ah, moi j'ai 29 ans. Ok, j'en ai 37. Donc tu vois, il y a un truc. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je pensais ça, j'étais en mode, mais putain, mais la musique c'est tellement plus compliqué. Parce qu'en plus, je viens d'une famille de musiciens, donc j'ai grandi avec ça. Et puis il y a 10 ans, j'étais là en mode, non, même plus que ça, attends, je réfléchis. En 98, j'étais là en mode, putain, mais les Red Hot, c'est trop de la balle, ou à l'autre minute et tout ça, pourquoi les gens ils écoutent pas plus ça, tout ça. Et maintenant, je suis en mode, bah écoutez, écoutez ce que vous avez envie, de toute façon, un jour vous allez grandir, vous allez évoluer. De toute façon, la musique évolue, elle aussi, les artistes évoluent, leur public évolue. Je dis, écoutez bien ce que vous voulez. Tant que vous êtes content avec, tant mieux. Mais si on peut se faire écouter des trucs les uns les autres, tu vois, ça... D'ailleurs que maintenant j'essaye, je suis là, je fais bon, ok, j'entends parler de Jul. Je sais que c'est pas un style musical qui me botte vraiment, mais je vais aller écouter une chanson vite fait et je fais... Yep, bon, c'est pas mon truc, tu vois, mais au moins j'ai essayé. Ah, tu fais... Ah, j'ai une petite saignée sur l'oreille droite, là, merde. J'ai vomi par les yeux. Non, mais après voilà, je peux aussi comprendre un truc, parce qu'il faut vraiment pas être hypocrite sur ce sujet. Quand je vois ce que j'écoutais quand j'étais gamin et quand je vois ce que j'écoute maintenant... T'écoutais quoi, on veut savoir? Alors, quand j'étais gamin, j'ai été jusqu'à acheter l'album CD de titre de Blue. C'est I'm Blue, da da, tu vois, j'ai acheté. J'ai un vinyle des Gypsy King, ma gueule, hein, j'ai aucun regret. Non, mais tu vois, j'ai écouté I Am, après je suis passé par NTM, après je suis passé par. Comment ça s'appelle? Alors, ça c'était plus mon frère par contre qui avait ces deux titres là, mais je les écoutais aussi donc je ne rejette pas la faute sur lui. Mais il y a eu du Britney Spears, il y a eu les boys band, les trucs comme ça, tu vois, donc c'était l'époque et puis on était mis dedans. Nous on n'avait pas. Enfin, moi je me souviens quand j'étais gamin, j'avais pas internet donc du coup on avait que la télé et que la radio, donc on se nourrissait que de ça, on pouvait pas aller chercher ailleurs pour trouver de nouveaux groupes anglophones ou autres, donc on nous bouffe, enfin on mangeait ce qu'on nous donnait à la télé, tu vois. J'aime bien parce que t'as ouvert la vanne, j'ai suivi, et maintenant tout le chat est en mode dossier musicaux de la honte, tu vois, ils disent tous qu'est-ce qu'ils ont écouté avant. Non mais voilà, il faut aussi reconnaître le fait que quand on était gamin, on écoutait de la merde, et que quand, enfin, j'écoutais Bad de Michael Jackson, mec, j'ai encore le vinyle dans mes étagères. Sérieux? Alors moi, par contre, j'écoutais énormément de Michael. Ça c'est un truc que je peux remercier auprès de ma mère. C'était que quand j'étais gamin, elle me mettait le poste radio et elle me mettait des cassettes et des CD, même des vinyles, même pour ma plus tendre jeunesse. Et elle me faisait écouter de tout, du Freddie Mercury, du AC/DC, du Michael, des machins et compagnie. Mais c'est vrai que voilà, quand moi j'ai commencé à explorer moi-même la musique, j'ai écouté des groupes de merde. De toute façon, je dis pas que I Am et NTM c'était des groupes de merde, mais je parle plus pour Blue ou pour plein d'autres trucs dégueulasses comme les Two Beat Free et compagnie. On a écouté de la merde, mais c'est en grandissant qu'on s'aiguise un peu plus. Mais faut vraiment pas se fermer et se dire, bah je reste sur ce qui se fait à la radio et compagnie. Oser aller explorer des terrains un petit peu plus obscurs avec des gens qui font du sound design vraiment dans ses prods et compagnie, parce que ça peut être extrêmement intéressant. J'aime bien parce qu'il y a des gens dans le chat qui sont en mode j'avais l'album d'Aqua, j'avais l'album de la Star Academy, mais c'était bien Aqua. Alors, Aqua, j'avais l'album aussi, mais Aqua, non, Aqua, c'était pas terrible quand même avec du recul. Ouais, mais c'était fun.
Tu vois, Oui, à l'époque c'était fun. J'avais Ricky Martin, et j'avais même l'album de Wild Wild West. Je sais pas si tu te souviens avec Will Smith. oui, mais c'était des trucs de Stevie Wonder, mais qui avaient été repris par Will Smith. Oui, bah c'était. Tu vois, donc, t'es là, tu Ouais. dis, ouais, j'écoutais Wild Wild West, mais c'est Will Smith qui pompait toutes les musiques de Stevie C'est Wonder, vrai. donc t'avais une base derrière, tu vois, t'avais une Oui, base. c'est pas faux, c'est vrai. Même Men in Black, il me semble que c'est le sample sonore de Men in Black, je sais plus, mais c'est un truc qui était pas à lui déjà. Au niveau de la basse, non, je crois pas que c'était à lui, certainement pas. Ouais, il me Après, semble que c'est vraiment. Si quelqu'un peut retrouver dans le chat, mais il me semble que la trame musicale de Men in Black chantée par Will Smith, c'était un autre truc, c'était pas à lui quoi. Il me semble. Il y avait les Spice Girls aussi. Est-ce que c'était pas Alors, de la bombe? Alors ça, les Spice Girls, c'était l'un des groupes préférés de mon frangin. J'ai jamais compris pourquoi. Mais bon, ah, bref. Mais après aussi, je voulais faire une petite parenthèse. Toujours grâce à ma daronne, très jeune, j'ai commencé à énormément écouter de la musique classique et vraiment à kiffer le classique. Pendant plein de gens écoutaient de la musique pop et compagnie. Et c'est peut-être à cette période-là où je me suis dit, ouais, c'est bon. Moi, j'écoute les auteurs, voilà. J'écoute tout, ok. Voilà, Ouais, je suis mieux ouais, que toi. J'écoute du Mozart, du Schubert et tout, et je sois tranquille. Mais non, mais après, voilà, il faut pas non plus se fermer. Mais ah oui, ben Jean-Pascal, je suis un agitateur. Non, je n'écoutais pas ça non plus, pas déconner. Il y a Kalelo, Kalelo, mais c'était fun, il y a Kalelo. Mais Il y a tu vois, là, je vois Kalelo. voir des trucs, c'est qu'on est là en mode, ouais, on était plus jeunes, on avait des goûts musicaux plus simples, on écoutait des trucs, machin, ça. Par contre, j'en ai vu un qui a dit, j'ai acheté le single ou l'album de Crazy Frog. Non, là, tu déconnes, par contre. Ah oui, non, là, par C'est un contre, son qui est ouais. designé pour être casse-couille. Tu ne peux pas être là, ouais, c'est trop de la balle. Ah, c'est comme si Ah, je tu suis m'avais pas dit un soir en boîte, j'ai dansé sur Ilona Mitressé, tu vois. Pour une raison que j'ignore, Poppy est un jukebox. Poppy, vous savez, qui est ma modératrice, qui live tous les jours de midi à 15h. N'hésitez pas à y aller sur twitch.tv/PoppyTV. Poppy est un jukebox, c'est-à-dire qu'elle retient les paroles de toutes les chansons, mais vraiment. Et je te jure, je crois qu'elle peut chanter Acerere de la SketchUp, alors que toute la chanson est de la phonétique. Ça veut rien dire, Oui, la chanson. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, Bob je te est capable le de fais te le faire, quoi. Et moi, j'étais là, pourquoi déjà, pourquoi en premier lieu? en espagnol yaourt, moi je te. Ah, ou Mambo 5. Bah, tu vois, Mambo Ah, 5, le Vega, ouais. pareil, c'était une musique, mais je mangeais à ouf quand j'étais gamin dessus, quoi. Alors que maintenant, je me dirais, bon. Ah, mais Nutty, moi j'aimais bien par contre, je viens de voir passer Ah, un alors Nutty, non. tu sais. Elle me rend danang danang dang, quand elle a son pombo. Alors ça, je Sharp. kiffe de ouf. Je kiffe Moi de ouf, j'aimais celle-là. bien. Moi j'aimais beaucoup. Mais bon. Putain, on voit Après, tous les voilà. dossiers. Sur YouTube, si vous regardez bien sûr cette rediff, n'hésitez pas à nous dire vos dossiers de la honte en termes de musique, qu'ils Ah soient ouais. passés actuels ou actuels. Allez-y. Ça fait Voilà, plaisir. qu'on soit tous honteux avec le mur de la honte des commentaires. Allez-y, sûr. lâchez-vous. Ok, bah écoute, c'était un sujet relativement passionnant pour ressortir les dossiers de la Mais- honte et parler musique. Du coup, moi j'avais d'autres questions par rapport à la musique parce Vas-y. que toi tu composes, mais tu composes depuis combien de temps? On se doit faire une petite vingtaine d'années, pas plus. Yep. Comme ça. Et t'as déjà essayé de te dire ouais, je vais sortir des albums, ou peut-être que c'est le cas et je suis pas au courant, mais tu t'es jamais dit ouais, je vais essayer de faire une compile, sortir un album. Alors, un j'ai truc. composé énormément de choses qui étaient en anglais à l'époque, mais alors j'ai un petit peu perdu trace de tout. Je dois les avoir quelque part, mais jamais je me suis dit je vais les sortir parce que les enregistrements étaient là, tout ça. Par contre, si Ouais. vous allez sur ma page soundcloud.com/le-satpandawi, que Louf est en Ouais. train de partager dans le chat, là il y a toutes mes Exactement. dernières compos, mais c'est quasiment que de l'instrumental, parce que c'est un truc que Ouais. j'aime beaucoup faire ce temps-ci. Je préfère faire passer des émotions par la musique, ça parle à tout le monde. Pareil. Autant d'écouter les textes. Ça, c'est un truc que j'essaye de sortir assez fréquemment quand je peux. Là, ce temps-ci, j'ai pas le temps de composer. Mais voilà, si vous voulez écouter ce que je fais un petit peu comme ça, c'est pas super bien fini, à mon goût, je peux mieux faire, mais... On est toujours voilà. en transition avec soi-même, hein, de toute façon. Oui, moi je suis très première prise surtout, je fais hop, bon il y a un pain mais c'est pas grave, c'est jazz. Tu vois, c'est je suis le gars. Parce qu'à la base, moi, de formation, à la base, moi je suis bassiste. Ok. Et après, j'ai appris sur le tard la batterie, la guitare par association. Puis là, c'est ainsi, j'essaye de faire ping-pong-ping sur un piano et ça passe. Ok. Mais voilà, moi à la base, je suis bassiste. Et toi donc, que tu composes aussi? Moi, ça fait 5 ans maintenant que je compose mes propres sons et c'est en corrélation directe avec. Bon, je composais déjà des trucs vite flash quand j'étais gosse, mais au moment où je me suis vraiment mis à fond, c'est au moment où j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc 5 ans, du coup. Et timidement, bah, je faisais ma musique dans mon coin, je n'osais pas la poster. Et un jour, je me suis dit, bah, je vais les utiliser dans mes vidéos pour pas être emmerdé par le robot YouTube. Et bah, depuis un certain temps maintenant, bah, je partage ma musique gratuitement sur SoundCloud, également comme toi. Pour ceux qui veulent l'utiliser, j'en avais vu un tout à l'heure qui m'a demandé si mes sons étaient libres de droit. Ils le sont tous. Et faut juste citer le SoundCloud, après je m'en fous. Et c'est là que tu regardes qu'effectivement, le truc que je fais le plus, c'est du hip-hop orchestral.
D'accord. Parce que c'est un genre musical qui me parle le plus. Bah, faudrait que tu m'envoies le lien, comme ça je pourrais le mettre dans la rediffusion, enfin dans le... C'est en Talks Collaboration sur SoundCloud, tout simple. Très bien. On va parler des mods sur YouTube, parce que j'étais là en train de me dire, mais putain, tu sais, il y a des fois... donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout Untox, on sait jamais, tu vois, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont là. Ah bah Untox, oui, c'est certainement, oui. Principalement, donc tu as une chaîne à plus de 400 000 abonnés, il me semble, et principalement tu fais de la critique de YouTubeurs. Tout à fait. Donc tu as une émission qui s'appelle Mes chers abonnements où tu parles de youtubeurs que tu aimes et tu parles de Mes chers non-abonnements où là par contre tu parles de gens tu n'aimes pas trop leur pratique ou leur contenu ou ça. Déjà on va revenir là-dessus pour en parler parce que toi-même tu dis on va faire le moment vérité, on est d'accord parce que je t'en ai parlé, on s'est vu face à face, que tu sais que l'aspect négatif attire plus que l'aspect positif. Totalement. Voilà, tu aimerais pouvoir parler plus des gens que t'aimes, mais malheureusement, ça ne paye pas la facture à la fin du mois, j'ai envie de dire. Je sais aussi pourquoi, parce que déjà, pour 2 sujets, le premier n'est pas de ma faute, et le deuxième est de ma faute. Le premier sujet, c'est que le spectaculaire et la fascination attirent les gens. Tu vois, c'est à partir du moment où il y a un drame, il y a quelque chose de spectaculaire, bam, on se réunit, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, machin, les ragots. Ouais, c'est vrai. Je voulais faire le parallèle par rapport à ton activité, donc bien sûr, allez voir ce que fait Untox pour vous faire vous-même votre avis, vous êtes grand. C'est que j'ai l'impression qu'il y a 1 an ou 2, la mode, enfin, ce qui marchait, ce qu'on voyait le plus, qui était un petit peu vers le haut du panier, c'était la critique de youtubeurs. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais il y avait pas mal de trucs comme ça. Alors que, quelques années avant, c'était la vulgarisation scientifique, par exemple. Il y avait énormément de vulgarisation scientifique qui était en haut. À une période, c'était les web-séries, on voyait que de ça. Et maintenant, c'est les combats de MMA, j'ai l'impression. Enfin, bref. Et du coup, je voulais savoir ce que tu pensais, toi, de ces vagues de popularité, on va dire, de mode qui débarquent. Qu'est-ce que tu en penses en général? Le délire, c'est qu'on a, j'ai envie de dire, comme d'hab, 1 milliard de retard sur les Américains. Oui. Et que j'ai envie de dire, après c'est mon avis personnel, mais j'ai envie de dire que le média YouTube qu'on a en France, il est encore tout jeune. Il y a encore énormément de choses à exploiter dessus. Et c'est pas parce qu'il y a déjà des YouTubeurs qui ont 10 années d'expérience, comme par exemple Cyprien ou Norman et compagnie, que ça y est, on est des vieux de la vieille et de la bouteille. Non, le YouTube en France, c'est encore extrêmement jeune. C'est pas encore ultra popularisé chez tout le monde. Donc du coup, même si beaucoup de gens estiment que il y a plus de place, on peut plus rentrer sur YouTube et se créer une chaîne ou quoi, c'est faux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il y aura encore des modes et compagnie. À l'époque, les web-séries, ce qui fonctionnait énormément, effectivement, t'avais la Flanders Company et t'avais les noobs. Après, il y a le Visiteur du Futur aussi. Après, il y avait le Visiteur... Oui, c'est vrai, il y avait aussi le Visiteur du Futur durant la même période. Après, comme tu dis, il y avait les vulgarisations... Mais avant même la vulgarisation scientifique, t'avais quoi? T'avais les podcasts. Ouais. T'avais les podcasts, et une fois que, on a bien intégré... voilà, les podcasts, je sais pas si vous avez remarqué, machin, les gens se sont un peu lassés, et il y a eu d'autres personnes qui se sont dit, ah tiens, aux États-Unis, il y a des gens, ils font ça, c'est pas assez populaire en France, et il y a toujours des curieux qui se disent, là-bas, il y a des trucs qui se font, ça se fait pas chez nous, pourquoi pas l'intégrer, tu vois? Alors, le truc, c'est que là, je suis d'accord avec toi, le truc, c'est que je vois, par exemple, il y a Feuf le Panda qui dit, JDG le patron, JDG, il a émulé ce que fait le Angry Video Game Nerd, tu vois, je peux vous citer tous les youtubeurs français que vous voulez, je pourrais vous dire d'où ils ont tiré leur inspiration, pas plagiat, inspiration, c'est quelque chose de bien différent. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui disait ouais, quand les critiques de même version FR, Squeezie est en train de le faire. Petit à petit, il est en train de faire des vidéos où il ne joue plus à des jeux vidéo, où il est en train de critiquer des faits de société ou des mèmes, des choses comme ça, plus ou moins, parce que il peut dire ce qu'il veut, il peut tortiller son petit film dans tous les sens. Il regarde ce que fait PewDiePie et il trouve ça intéressant et du coup il se dit je vais essayer de faire un truc à ma sauce. Bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas un plagiat. Il fait du low why, ouais c'est ça. Et du coup là je me tourne vers... Je vais te faire disparaître de l'écran mais on va t'entendre quand même parce que moi j'aime bien vous faire bosser. Tu vois, sur Twitter j'ai dit qu'est-ce que c'était pour vous les modes qui sont ressortis, on va dire ces 5 dernières années, ces 6 dernières années, on s'en fout. Donc nous avons Clarisse qui nous dit, pour moi il y a eu les RP, Gmod et GTA. Les dégustations, la SMR, les challenges défis en plus, des critiques vulgarisation scientifique web-série, donc un peu tout ce qu'on a dit. Faut pas oublier les LP en voie d'extinction au profit de zapping de mini-jeux, j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc tu vois, c'est vrai que le let's play a eu une très longue période de vie, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus dur de trouver des let's players. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que maintenant on a ceux qui sont en haut du panier, puis... C'est plus un mode qui attire vraiment des masses, j'ai l'impression. Alors tu veux dire let's player professionnel et populaire ou tu veux dire juste des let's players point barre? Tout type de let's play. Parce que franchement, alors je suis pas forcément d'accord parce que après,
faut aussi prendre en considération l'algorithme de YouTube et compagnie, donc ça c'est encore un truc complexe et chiant. Mais des let's play, il y en a encore des milliers partout sur plein de jeux qui viennent de sortir, ou des jeux indés, ou des jeux sur smartphone, machin. Et là j'arrive, quelqu'un qui dit ouais, Benzaï, précurseur international. Benzaï il s'est mis à faire des vidéos parce qu'il avait vu le Nostalgia Critique et le Hungry Video Game Nerd. Encore une fois, tu vois, je peux te... Il est pas arrivé de nulle part, le petit pépère. Alors là, si tu permets, je vais lire d'autres réponses qu'on m'a fait sur Twitter. Du coup, j'ai Sola qui nous disait les pranks. C'est vrai que les pranks ont eu une belle cote à un moment donné. Le gaming, qui est toujours là en fait. Hein. Le gaming, comme dit Antox, en fait, on voit ceux qui sont en haut, mais il y a toujours des milliards de vidéos gaming. Les challenges des filles, la critique, la vulgarisation, les podcasts du vlog, les tutos. J'essaye de voir en fait les commentaires. Ils se répètent pas. Dans un ordre pseudo-chronologique. Et c'est là que celui-ci m'intéressait beaucoup. C'est Minecraft. Tu vois, il y a eu la mode du Minecraft et par contre, on est d'accord pour dire que Minecraft a disparu, quoi. Enfin, ouais, mais Minecraft a disparu, mais ça c'est pour aussi une excellente raison. C'est que à un moment donné, quand t'as poncé le truc dans tous les sens, faut ça, Minecraft est pratiquement l'un des seuls jeux dans le YouTube francophone à avoir une espérance de vie, même dans le YouTube en général, avoir une espérance de vie aussi immense. Parce qu'après, il y a eu tous les détournements de Minecraft. T'as eu les Battle Royale sur Minecraft, t'as eu le Deaku sur Minecraft, t'as eu les tutos, je sais plus comment ça s'appelle, avec la Redstone. T'as eu 1 milliard de déclinaisons sur Minecraft. J'avoue que le truc s'est jamais arrêté, mais en même temps, ils avaient une communauté de modeurs aussi qui n'arrêtait pas d'alimenter le jeu. Là, j'ai Angus Fiara, qui ressort un petit peu les mêmes qu'on a vu, mais il parle aussi de Fortnite. Mais Fortnite, c'est plus 2018. C'est vrai que Fortnite, on en bouffe de partout, surtout sur Twitch. Mais c'est pareil, Fortnite, tu vois, ça va avoir le même délire que sur Minecraft. Ça va durer énormément de temps, mais à un moment donné, il y aura un autre jeu qui prendra sa place et paf, on s'en fout, tu vois. Alors que la vulga, les critiques, les dégustations, les vlogs et les machins, c'est des trucs qui restent et il y a les protagonistes qui sont là, quoi. Alors j'avais Théo Goras qui dit « L'ère de Minecraft a définitivement pris fin avec le départ de Fanta, du moins dans mon petit cœur, c'est mignon, on fait des bisous à Fanta. » Alors Mostol qui nous dit qu'apparemment... oui, plus ou moins, peut-être qu'en France, ça s'est un peu éteint avec lui, ça c'est pas beau. En tendance, les vidéos de... Enfin, en tendance, en mode, les vidéos de slime... Ouais, t'es d'accord avec ça. Si t'as pas de gamin, tu le vois peut-être pas, ou alors vite fait en surface. Mais quand t'as un gamin, je peux t'assurer que le slime... On entend parler 14 000 fois par jour, et puis il y a la chaîne de machin, il y a la chaîne de trucs. Là, t'as envie de tout brûler, et tu te dis, mais c'est... En fait, ce qui est populaire maintenant, j'ai l'impression, si on veut parler vraiment de mode, c'est les gosses, en fait, qui font en sorte que les modes de YouTube deviennent des modes en général. Ou la mode en général devient des modes sur YouTube. Enfin bref, tu peux inverser ça dans les deux sens, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Ça me véhicule. Là, on revoit encore une fois Minecraft. Là, on est encore sur dégustation, playthrough, les critiques animées, cinéma. Ça, c'est jamais vraiment parti, mais je sais pas si les critiques de films et de critiques cinéma ont été vraiment en haut du panier pendant très longtemps. Elles sont toujours là, c'est toujours une valeur sûre. Alors, elles l'ont été dans un bref délai quand Antoine Daniel a parlé des chaînes qu'il aimait par rapport au cinéma. D'accord, ok, très bien. Après, je pense, Là, on voit Nauknat qui nous reparle encore. Plus ou moins la même chose, vous voyez, ça ressort, c'est toujours Minecraft, Fortnite, web-série, vulgarisation. Ah, c'est vrai, attends, il a souligné un truc que j'avais pas vu. Mais alors, WoW peut-être pas, mais alors Call of Duty, c'est vrai qu'il y a eu une mode Call of Duty pendant un très long moment, je crois que c'était en 2012-2013. Ouais. Putain, mec, on n'arrêtait pas d'en entendre parler, d'en voir partout. C'était le jeu du moment, j'imagine. Oui, on a les tops, voilà. Il y a Upsilon Psycho qui nous dit les tops, et c'est vrai que les tops, c'est un truc qui marche plutôt bien, mais ça je me rends compte même du temps où j'étais sur Zaga with the Glasses en 2009-2010, les mecs disaient souvent, si tu veux faire une vidéo qui fait des vues, tu fais du top. Pour une raison que je saurais pas expliquer, parce que même moi je suis attiré par des tops de merde des fois. Et mais c'est ça, c'est totalement simple à comprendre, en fait, tu veux un top, ça te perd pas dans le fil. Tu sais que c'est un classement que tu vas voir et tu sais généralement que le dernier classement, en fait, ça tease sur ta curiosité. Dans un top, quand le sujet t'intéresse un minimum, tu sais que dans un top, le tout dernier truc qu'on va te dire, il est badass. Mais tu sais qu'il y a une montée, crescendo du truc en fait. Polyem, à qui je fais coucou, qui nous dit les putains de react ou explain de mes couilles. Un style particulier. Mais c'est vrai que les vidéos réactions aussi, c'est des trucs qui ont boomé à un moment donné où tout le monde fait des vidéos réactions, quoi, tu vois. Ouais, les vidéos réactions, mais le pire c'est que c'était des gens qui malheureusement n'étaient pas spécialement réactifs en plus. C'est ça le plus tragique, même, j'ai envie de dire. Oui, tu sais, qu'ils sont impassibles et que c'était là, bien. Ils sont là en mode oh bah mon dieu. Oh là là. Terrible. Ouais. À mon avis,
après, ça ne reste que mon avis, mais ce sont les enfants et les jeunes adolescents qui définissent ce qu'il y a de plus populaire et ce qui doit être mis en tendance et ce qui doit se faire sur YouTube. Et malheureusement, c'est comme ça, et t'en as qui le savent. Et qui en profitent. Et qu'en profitent, parce qu'en fait, le délire, c'est que... À l'époque, on se mettait sur YouTube parce qu'on avait des choses à partager. Maintenant qu'on sait que ça rapporte de l'argent et qu'on peut devenir des stars de ouf, des influenceurs et avoir plein de choses gratuites, des gens se lancent là-dedans et se disent c'est quoi la mode, et vont la perpétrer. Et c'est pour ça que tu as vraiment l'impression qu'il y a cette espèce de masse de mode, mais c'est même pas une mode en fait, c'est juste le besoin d'adolescents et d'enfants qui mettent ça en avant et ça en devient une mode. Et toi, donc, du coup, t'as une petite fille, enfin, t'as un enfant. Oui, j'ai une petite fille. Tu la laisses regarder... Enfin, elle a quel âge? Tu la laisses regarder YouTube ou tu la guides un peu sur ce qu'elle regarde ou Alors moi, je suis séparé de sa mère, donc du coup, elle vit chez sa mère. Et quand elle est chez sa mère, elle regarde des vidéos YouTube. Au début, elle regardait Swan the Voice, Bubble Tea, machin et compagnie, sans que je le sache, et sans que je le veuille, même d'ailleurs. Et c'est un jour, en marchant dans la rue, machin, on parlait de... Je sais plus, de sauterelles, je crois. Je sais plus pourquoi. Et je lui ai dit, c'est un enfant. tu confonds les sauterelles et les grillons, machin. Puis après, elle me dit, non, parce que le monsieur dans la vidéo, il a dit, bah non, Calice, ça c'est une J'ai fait quoi? Non, qui? Bah Calice. J'ai fait comment ça, Calice? Calice et Athéna? Elle me fait oui. J'ai fait oh putain, alors toi et moi, faut qu'on parle. Donc du coup, j'ai essayé de lui expliquer, avec des mots adaptés que c'était pas le genre de vidéo qu'il fallait qu'elle regarde. Et maintenant, ma fille ne regarde que des dessins animés sur YouTube et absolument plus de youtubeurs en soi, ou d'enfants youtubeurs, ou de ce que tu veux, des dessins animés. Tu dois absolument répondre à toutes les questions, tu ne peux pas répondre avec juste oui ou non, il faut que tu étoffes ta question, que tu donnes des raisons. Le peuple veut savoir, d'accord? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, je t'en prie. D'accord, tu es prêt? Je suis prêt. J'ai retiré le Joker. Non, parce que la dernière fois, la seule personne qui s'en est servi était Wonder Vesper. Voilà, je lui reproche encore à ce jour. Je ne lui parle plus d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, je suis Jean Tox qui n'a aucun tabou. Je lui ai dit, toi, t'as pas de Joker, ma gueule. C'est fini. Ouais, je m'en fous. Quelle est la capitale du Burkina Faso? J'en ai aucune putain d'idée. Mais alors, vraiment. Et puis, si tu veux que j'étoffe un petit peu, je te dirais même que c'est un pays dont je me bats les couilles littéralement. Donc c'est pour ça que je me suis pas... Bah non mais excusez-moi le peuple des Burkina Faso, je ne sais pas mais... je suis désolé pour vous. Chris a trouvé c'est Ouagadougou. Ouagadougou, mais ouais mais à mon avis ça doit être une vanne que tu ressors habituellement dans tes lives, ils doivent le savoir grâce à ça, non, tu vois. Mais maintenant elle va revenir, oui. Okay. Je vais te proposer 3 personnes. Il faut qu'à chacun tu leur attribues un rôle. Tu as une personne qui sera le pote d'un jour, c'est-à-dire que t'es pote avec lui un jour, ça se passe super bien, après tu le revois plus jamais. Un pote pour la vie, t'as tout le temps, même s'il est un peu relou et qu'il pue de la bouche. Et une personne avec qui tu ferais des vidéos de dégustation en couple. D'accord? Tu as ces 3 choix, je vais te dire les 3 personnes. Tu dois choisir entre Absol, Sir Gibbsy et David Lafarge. Alors, qui serait ton pote d'un jour, déjà? Tu le vois une fois et puis après c'est fini, tu le vois plus. Pote d'un jour, je dirais David Lafarge. Pote d'un jour, c'est-à-dire tu le vois, ça se passe bien et puis merci, au revoir. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que t'as pas envie d'en savoir plus sur David, tu penses que c'est une personne sympa. C'est pas que j'ai pas envie d'en savoir un peu plus, c'est juste que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, c'est pas quelqu'un de désagréable, c'est quelqu'un qui est cool, il se prend pas la tête, mais je pourrais pas être pote avec lui parce qu'on a beaucoup d'avis divergents, on n'a pas vraiment les mêmes centres d'intérêt. Pote d'un jour, c'est agréable, mais c'est bon. Pote pour la vie. Pote pour la vie, je dirais Gibbs. Pote pour la vie, Gibbs. Pourquoi? Ouais, je dirais Gibbs parce que Gibbs, en fait, comme je lui reproche sans arrêt, c'est que Gibbs, à travers ses vidéos, il donne une mauvaise image de lui. Plus en ce moment, il donne vraiment l'image qu'il est vraiment dans la vie, et ça me fait plaisir, notamment dans sa toute dernière vidéo, que j'invite les gens du chat à aller voir si jamais vous êtes curieux. Mais pote pour la vie, parce que Gibbs, c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien, on a beaucoup de points communs, et que dans la vie, c'est vraiment le genre de gars, tu le vois, tu bois une bière avec lui, tu te dis mais gros, mais pourquoi t'es pas comme ça dans tes vidéos, quoi? Enfin, tu transpires la bonne humeur, la sympathie, on a envie de taper des fous rires H24 avec toi, enfin, voilà. Donc Gibbs, ouais, pote pour la vie, ouais. Contrairement à moi, où dans la vraie vie, on me dit, mais pourquoi tu transpires la haine comme ça? Et du coup, en vidéo dégustation en couple, tu tombes forcément sur Absol. Forcément sur Absol, ouais.
Et qu'est-ce que tu mangerais avec Absol de manière coupleuse? Avec Absol, je mangerai de très très longues langues de chat en mode La Belle et le Clochard jusqu'à ce que nos bouches se touchent pour alimenter les fanfictions. Ça me paraît bien. N'hésitez pas à clipper ce moment et à le partager sur vos réseaux sociaux, on se fera plaisir de le partager bien sûr. Nous allons passer à la troisième question. Qui est-ce que tu affronterais en combat de MMA/UFC, la nouvelle tendance sur YouTube? The Kerry parce que je l'adore et je pense que ce serait ultra drôle de se rouler dans l'herbe avec lui. Ah ouais, vraiment. Ah, tirer direct au sol. Ah ouais, de se rouler dans l'herbe, de se tirer les tétons. À mon avis, avec lui, il y a de quoi se taper une grosse barre et que ce soit un combat genre agréable, tu vois, pas un combat je crois que vénère. c'est interdit par le MMA le tirage de tétons. Hein. Faut vérifier dans le chat, mais Bah, je crois que tu peux mordiller vite fait. Bah, je mordirai vite fait alors. Voilà, mais tu ne peux pas tirer le téton, ça c'est pas sympa, c'est pas sport. Okay. Quel est ton groupe préféré et tu n'as le droit qu'à une seule réponse, sinon tu exploses. Grammatique. Bravo. Oh, il a répondu, il a pas tremblé. Donc c'est le groupe que tu conseilles du coup, tu fais Grammatique. Ouais, c'est le groupe que je conseille parce qu'il passe par énormément de styles, énormément de genres. Ils reprennent des chants d'esclaves nord-américains, ils te les foutent en hip-hop, ou alors ils vont te reprendre Nina Simone, ils vont te le mettre en... C'est très souvent du hip-hop, hein, bien sûr, mais ils vont te prendre du jazz, du folk, du blues, du ce que tu veux, et ils vont t'en faire des trucs de malade. Donc je vous recommande chaudement Grammatique si vous connaissez pas. Cool, merci pour ça. Alors, ensuite, prochaine question. Pourquoi tu as commencé à faire des critiques de youtubeurs et pas autre chose? Au début, il faut savoir que moi, je faisais du gaming, comme beaucoup de gens, je pense, pour se faire la main sur les logiciels de montage, pour juste partager des délires avec des potes. Et au début, en fait, mes critiques, je les postais sur Facebook pour montrer aux gens de ma famille qu'il y avait autre chose à voir sur Internet que la télé et que je voulais... Enfin, moi mon but, c'était qu'ils arrêtent de regarder la télé, en fait. Et leur dire, hey, regardez ce qui se fait sur YouTube et vous pouvez choisir vos programmes, machin et compagnie. Et c'était uniquement des chaînes auxquelles j'étais abonné parce que je connaissais pas encore ce monde obscur. Et un jour, je suis tombé sur la chaîne de Panda Moker et je me suis dit, what, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je voulais en faire une vidéo. Et quand j'ai commencé le premier record, je me suis dit, je suis beaucoup trop violent, je suis pas réfléchi, je suis pas posé, je suis rien du tout. Et un pote, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas le Némésis de tes chers abonnements et tu fais pas mes chers abonnements, tu vois? J'ai fait, mais grave! Et avant de tacler cette personne-là, je me suis dit, je vais me tacler moi-même. Comme ça, j'aurais balayé devant ma porte et je serais un peu plus légitime à critiquer les autres parce que je me suis d'abord critiqué moi. Mais c'est parce qu'aussi, je me suis dit, personne ne le fait sur Internet, mis à part Edouard sans W à la fin, vers les débuts YouTube, je sais plus c'était en quelle année exactement, mais qui lui proposait des chaînes sympathiques et compagnie. Et je me suis pas calqué. Il m'avait fait passer dans un épisode, c'était cool. Yep. Mais je m'étais pas calqué par rapport à ce qu'il faisait. Moi, c'était vraiment des chaînes auxquelles j'étais abonné, point barre en fait. Et après, je me suis dit, mais moi qui suis un viewer de nombre et qui met jamais de commentaires, très peu de pouces et compagnie, pourquoi est-ce que je donnerais pas mon avis, bien qu'un peu biaisé ou bien qu'un peu vénère, mais voilà, pourquoi est-ce que je donnerais pas mon avis ouvertement sur des chaînes que je regarde parce que je suis aussi un consommateur et que j'ai le droit de donner mon avis, tu vois, tout simplement. D'accord, et du coup, la question qui découle après, parce que c'est la description que tu fais de toi-même sur ta chaîne, c'est un viewer qui ouvre sa gueule. C'est pas un vidéaste qui la ferme, c'est un paradoxe un peu, non? Parce que là, t'es coincé. Ouais, mais vaut mieux l'ouvrir que la fermer. Et dans ce cas-là, si tu veux la fermer, au moins montre à quel point t'es déter à fermer ta gueule droit dans les yeux. Hashtag la vidéo de McFly et Carlito épisode 2. Parce que c'est vraiment comme ça que tu t'es défini au début, c'était un viewer qui ouvre sa gueule, mais au bout d'un moment... Mais je me sens toujours viewer en fait. Ouais, mais t'as quand même une certaine notoriété maintenant. Il y a des gens qui, indépendamment de ta volonté, vont être influencés par ce que tu vas dire. Du coup, t'es plus vraiment un viewer, t'es de l'autre côté de la barrière, on va dire. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis pas là pour fliquer qui que ce soit, et si vous vous faites une image de moi comme ça, assumez-la vous-même. Au tout début, quand on nous mettait l'étiquette des justiciers de YouTube, j'arrêtais pas de dire aux gens que je suis pas un justicier, et si vous avez des reproches à me faire vis-à-vis du fait que je fais la justice et compagnie, c'est vous qui le voyez de cette manière-là. Je me suis toujours défini comme un viewer qui ouvrait sa gueule, et si à partir du moment où vous me voyez comme un justicier parce que j'ai la notoriété, machin et compagnie, c'est votre avis, à vous de l'assumer, ce n'est pas le mien. Du coup, attends, c'est une question parallèle mais qui ne fait pas partie des questions. J'imagine qu'il y a déjà des gens sur Twitter ou par email qui t'ont dit « Ah vas-y, regarde, j'ai trouvé ce youtubeur, il est nul, est-ce que tu peux le tacler ?» Oui. Et est-ce que ça t'est arrivé de faire « Ok, je vais le faire » Non, très rarement. Ça m'est arrivé que... Alors, pas par rapport à ce qu'on me disait, mais ça m'est arrivé à 3 reprises de faire des vidéos bien vénères pour faire plaisir à ma communauté, avec un fond de pensée à moi, mais j'en rajoutais pour la joie des viewers, parce qu'ils voulaient de la haine, machin et compagnie. Et je le regrette, et j'ai même fait des vidéos d'ailleurs là-dessus pour l'expliquer. Mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Ouais, tu peux faire une vidéo sur lui parce qu'il a une voix qui m'agace. » Et je suis en mode « Bah non. »
Non, mec, Regarde pas. je vais pas le tacler parce qu'il a une voix de merde. Je veux dire, il l'a pas choisi déjà, d'une part. Et d'autre part, si je fais une vidéo uniquement sur ça, c'est un peu débile. Tu vois, je veux pas. Qu'est-ce que je vais dire derrière, tu vois? Oui, il a une voix de merde, vous abonnez pas. Waouh! Super. Par contre, Merci de la critique. pour quand même te donner un bon côté, bon, tu fais les chers abonnements, Oui. mais aussi tu fais des lives sur YouTube, souvent jusqu'à minuit, où tu fais découvrir de toutes petites chaînes. Tu C'est laisses ça. la chance à tout le monde pour regarder ce qu'ils font et dire si t'aimes ou t'aimes pas en direct. Ça, c'est un truc que C'est tu ça. fais. Et t'as une file d'attente monstrueuse. Alors Donc, ouais, on est 1800 inscrits, on a même bloqué un peu les inscriptions là parce qu'on a regardé à terme de 8 à 10 chaînes par vendredi, j'en ai pour 5 ans à présenter les gens, donc du coup c'est assez long. Voilà. Mais c'est pas pour, comment dire, c'est pas pour les critiquer avant tout à la base, c'était vraiment pour faire de la pub aux gens. Et après, ça s'est plus transformé en live conseil où les gens venaient, ils me présentaient leur contenu. J'étais en mode, bah écoute, vas-y mec, je te fais de la pub parce que personne se rend des coups de main, personne se rend l'appareil sur internet et ça me fait un peu chier. On est tous un peu là, on est un peu des consanguins, on se suce le pénis entre nous. Mais quand il s'agit de faire de la pub aux autres, bah il n'y a plus personne. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ce genre de live. Et après, ça s'est plus transformé en conseil parce que je voyais vraiment des gens qui galéraient au niveau de. Au niveau, je sais pas moi, du cadrage, du son et compagnie, et vu que moi j'ai toujours été un mec de la débrouille avec deux bouts de chewing-gum et un bout de ficelle, on arrive à faire un truc, bah je me suis dit pourquoi pas leur donner aussi mes astuces, peut-être que ça peut les aider derrière, et ça on a aidé certains, je pense. C'est louable, c'est parfaitement louable. Donc là on va arriver à la 7ème question. Est-ce que tu penses pas que dire je vais monter en haut en 2018 ça devrait être passable d'une amende? Non, parce que quand t'es en apesanteur, ça fonctionne. Ça dépend, où est le haut? Bah dans l'espace, il n'y a pas de haut ni de bas, mais par contre, si, regarde, un exemple tout bête, si tu es en apesanteur dans l'espace, Oui. imagine-toi en train de monter à cette échelle. Tu vas forcément mettre les deux mains que tu as au-dessus de ta tête vers le haut de ta tête pour monter. Qui te dit que je descends pas l'échelle dans le mauvais sens aussi? Et bah tu peux quand même la descendre, mais toujours est-il que quand il va falloir descendre cette échelle, tu seras obligé de descendre tes mains pour la descendre. Vers ton Écoutez, visage. pour vous le chat sur YouTube, je vais ouvrir un Kiss Kiss Bank Banks pour qu'on parte avec un tox, en navette, en Dans apesanteur l'espace. avec une échelle. On va résoudre les questions, je vous promets. On va filmer ça en 4K, ça va être merveilleux. Ouais, pour moi, on peut monter haut, comme on peut monter en bas, mais toujours est-il qu'à partir du moment où tu enclenches ton bras vers le haut dans une action de monter, et même si c'est vers le bas, bah tu montes. C'est débattable. Enfin, je suis sûr que tu lances ce sujet sur Twitter et tu auras un gros débat. Ah oui, 8ème j'imagine, question. Oui, bien sûr. 8ème question. Il y a plein de choses qui t'énervent. Ça, on le sait. Mais il y a quoi qui te rend heureux et qui soit mentionnable sur un talk show où il y a des enfants qui regardent? Un truc qui me rend vraiment heureux. Ouais. Le partage. C'est vraiment un truc qui me rend ultra heureux. Quand, genre, je sais pas, moi, le partage, ok, c'est très général, mais tu peux l'appliquer partout dans la vie, dans n'importe quel corps de métier, groupe d'amis, religieux ou pas religieux, enfin, peu importe, c'est vraiment le partage. Et le partage bienveillant, bien sûr, hein, pas bourrin en mode, ouais, regarde ce que moi j'aime, mais vraiment le partage. Parce que c'est dans ces moments-là où on peut s'auto-instruire, instruire les autres, découvrir des trucs. Enfin, moi, c'est ça, c'est la découverte et le partage, c'est vraiment les trucs qui me rendent le plus heureux. D'accord, l'échange, la discussion. C'est ça. La bite, voilà. 9ème question. Donc, dernière question, et pour l'instant, tu t'en sors très bien. Ouais. Alors, attention, c'est un choix cornélien. C'est quoi le pire? Se prendre une testicule dans la braguette de ton jean à vie, ou avoir un compte Twitter où tu peux seulement discuter politique sans jamais bloquer personne? Je dirais se bloquer une boule. Ouais. Je dirais se bloquer une boule parce que bon, super mâché devant les gosses qui sont à peu près à la hauteur de ta braguette, ça doit pas être très fun pour eux, donc je me mets à leur place. Hein, voir une testicule mal rasée en plus, donc j'imagine que ça doit être bien glauque pour eux et assez traumatisant. Parce qu'à Mec, la couille, on nous dit dans le chat. Eh oui, mais totalement. Parce qu'à la rigueur, se prendre la tête avec des gens que tu peux pas forcément bloquer sur Twitter, c'est un peu mon problème quand je me lance dans des débats de merde féministes ou véganes et compagnie, donc je suis un peu habitué à ça, tu vois. Non mais là, t'as rien d'autre. C'est-à-dire que tu peux pas parler musique, tu peux pas partager des petits chiens et tout. Tu ne te sers de Twitter que pour parler politique en plus, que ça. Ben, dans ce cas-là, je baiserai le game et je ferai des métaphores politiques pour parler de ce que j'aime. Pour Même parler si de ta couille coincée dans ton jean. Exactement. Je ferai la référence avec le front de Le Pen qui ressemble à ma couille gauche bloquée dans ma fermeture éclair. Très bien. Bah écoute, tu t'en es très bien sorti. Encore une fois, merci à toi d'être venu et d'avoir participé, c'était vraiment cool.
Bah, merci à toi et à vous aussi du chat parce que vous avez été grave courtois et ça change des fois moi qui fais des lives sur YouTube. Vous êtes civilisés, ça fait plaisir. Ah, Merci mais beaucoup. on a un public très bien éduqué avec Poppy qui leur fait peur derrière. Elle a un petit marteau, ça déconne Ah, zéro. j'imagine. Voilà, c'était magnifique. Donc c'était Antox Colaboy, notre invité d'aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis en live tous les lundis à 21h, tous les mercredis à 15h. Au revoir YouTube. J'espère que tu apprécieras le montage que je vais passer sur ce talk show. Je te fais des bisous YouTube. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série